Bonjour à tous et bienvenue. Le secteur de la santé demeure l'une des principales préoccupations des populations. Mais régulièrement, les centres de santé font la une des journaux à cause de cas de négligence, de l'insatisfaction des usagers et bien sûr de la maltraitance des malades. Quel est l'état de la santé publique en Côte d'Ivoire? C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose d'écouter le ressenti des populations au micro de Sédou Ouattara. Dans un point de vue global, il y a certains qui ont la conscience professionnelle qui font bien leur boulot. Mais comme vous savez, partout, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a des gens qui, au lieu de faire ce pourquoi ils sont payés par le contribuable, font, excusez-moi de l'expression, mais du grand n'importe quoi. Ils transforment le service public en service privé. Quand vous arrivez, si vous n'avez pas de moyens, c'est un peu difficile. L'État fait l'effort de mettre à disposition les fondamentaux. On ne dit pas que l'État peut tout faire, mais l'État met à disposition des fondamentaux. Il appartient au personnel, même si tout n'est pas réuni, d'avoir la conscience professionnelle de faire ce pourquoi ils sont payés par le contribuable. C'est juste ce qu'on leur demande. Mais vous arrivez, deux fois même le simple bonjour pour te dire, c'est très difficile. Vous trouvez des gens qui sont en train de regarder la télévision, vous venez avec des blessés ou des malades, des femmes qui sont en phase d'accouchement, mais les sages-femmes ont les yeux pointés sur leur téléphone, à peine elles lèvent la tête, mais quand elles les saluent pour qu'elles puissent te dire quelque chose. C'est vraiment dommage. Et ce que nous déplorons, c'est que, bon là, ils ont en charge la vie des gens. Et la vie ne se fait pas au brouillon. Voilà. Et la moindre négligence peut conduire à la perte de la personne. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Concernant surtout les sages-femmes et les filles de salle, vraiment, elles ont un comportement, vraiment, quand tu vas à l'hôpital, toi-même, tu es découragé. Normalement, une patiente, quelqu'un qui est malade et qui se rend dans un hôpital, normalement, on doit la prendre en charge. Mais elles ont des comportements désagréables, souvent. Toi-même, là, le malade, là, tu es surpris souvent de leur comportement. Et sincèrement, vraiment, j'aimerais que les responsables ou bien les directeurs puissent faire au moins un tour et puis vérifier ce qui se passe souvent dans les hôpitaux. Voir ce qui se passe normalement, leur comportement. Et au moins faire une réunion pour toujours parler de cela. Dans la formation des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, il y a un code de conduite qu'il faut adopter. Et c'est par rapport à ce code de conduite que le travail doit être fait. Il est évident que tous les agents ne se comportent pas de la même manière. Il y a d'autres qui sont véritablement consciencieux et certains qui ne le sont pas. J'ai appris sur les réseaux sociaux qu'il y a ces derniers jours-là des faits qui sont graves. Et je dis, par rapport à ces faits qui sont des réalités, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Parce que c'est l'État qui est notre protecteur. Donc, dans ses devoirs régaliens, l'État doit prendre ses responsabilités et vraiment sauver la vie des Ivoiriens. De matériel, mauvais traitement ou encore raquettes sont régulièrement dénoncés par les populations. A contrario, les professionnels de santé se plaignent d'être mal payés, d'être en sous-effectif, de disposer d'un plateau technique sous-équipé, sans oublier également les récriminations relatives au comportement des usagers. Alors comment améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire et mettre fin à cette crise de confiance entre les professionnels de santé et les usagers ? Je reçois à ce propos le docteur Diagoné Dodier, CIO d'Innovative Healthcare Solutions, spécialiste de la santé publique et de l'informatique de la santé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Docteur Dodier, vous êtes détenteur d'un master de santé publique de l'Université d'Harvard aux États-Unis. En tant qu'expert, comment déjà définiriez-vous la santé publique ? Qu'est-ce que ça comprend exactement ? Nous, on parlerait de système de santé. Le système de santé, comme son nom l'indique, c'est un système qui comprend plusieurs composantes. Et donc, les composantes doivent pouvoir s'imbriquer de manière harmonieuse pour pouvoir arriver à l'objectif qui est de donner de la santé aux populations. Et donc, nous avons pratiquement 6 à 7 composantes. Donc, la première composante qui me vient à l'esprit, c'est la gouvernance. Donc il faut une bonne gouvernance, une gouvernance performante pour que le système de santé soit performant. Il faut également des ressources humaines. Donc les ressources humaines doivent être formées et bien formées. Et donc il va sans dire qu'il
il doit avoir un processus de formation continue, même quand les agents sont affectés sur le terrain. Et il y a également la prestation de services. Donc, la prestation de services doit pouvoir être opérationnelle et doit pouvoir être de qualité. Nous avons également le financement. Donc, si vous avez un système de santé qui n'est pas bien financé, qui est sous-financé, il va sans dire que vous aurez des problèmes de matériel et d'intrants et tout, et même peut-être des problèmes d'émoluments pour les agents de santé, donc qui vont se retrouver démotivés et tout. Donc, il y a assez de composantes, médicaments, technologies et tout ça. C'est un grand ensemble. Hein. Tout à fait. Alors, le centre hospitalier universitaire de Cocody est sous le feu des projecteurs depuis déjà quelques jours, suite au décès de jumeaux prématurés. Et cette tragédie a suscité une vive émotion au sein de la population dans tout le pays. Pourquoi finalement les drames en milieu hospitalier ont-ils toujours autant de résonance ? On va dire que les hôpitaux touchent à la vie des populations. Et aussi, le système de santé est fait pour apporter la santé et non le contraire. Donc, on ne construit pas des hôpitaux pour tuer des populations. Donc, vous comprenez que quand la population a l'impression que le système de santé les oppresse, donc il y a de l'émotion. Et aussi, il y a le fait que tout le monde est amené à utiliser les hôpitaux. Et donc, tout le monde se reconnaît dans le drame qui se passe, et donc ça crée de l'émotion. Et donc, c'est tout à fait normal. Donc, on s'identifie plus facilement à ce type de cas, malheureusement. Effectivement. Alors, selon les explications du CHU de Cocody, sur le plan médical, il n'y a pas eu de dysfonctionnement a priori, hein. Mais sur le plan humain, il y a visiblement des défaillances dans l'accueil et le traitement des usagers. Comment comprendre justement que dans un métier où la vie humaine est sacralisée, les rapports humains soient si difficiles, voire exécrables ? Cette question appelle plusieurs thèmes. Je dis que le système de santé doit être harmonieux. Donc il y a l'environnement qui compte dans le fait qu'on puisse mettre en route la qualité. Donc si vous avez des acteurs de santé qui sont sous pression parce qu'il y a beaucoup de charges de travail, qui sont démotivés parce qu'ils pensent ne pas toucher ce qu'ils doivent toucher, et puis si vous avez des populations qui ne comprennent pas très bien comment fonctionne le système de santé ou la pyramide sanitaire, et qui, au lieu de partir d'abord dans les niveaux périphériques, se retrouvent tous au dernier niveau de la pyramide sanitaire. Et donc il y a un engorgement, une charge de travail plus énorme. Mais dans d'autres corps de métier, dans d'autres domaines, les gens sont sous pression, chacun connaît des difficultés, se plaint de sa rémunération. Est-ce que cela justifie une telle attitude ? Non, nous ne sommes pas de justifier cela, nous donnons des explications. Mais il faut dire que ce n'est pas normal tout ce qui se passe dans les hôpitaux, et donc il faut corriger cela. Et donc il faut partir de la formation initiale, c'est-à-dire dans les écoles de médecine, dans les écoles d'infirmiers. Il faut inculquer des notions de qualité, des notions d'empathie aux professionnels de la santé. Et donc c'est très important que le professionnel de santé soit formé à tout cela. Justement, abordons le chapitre de la formation. On ira plus en longueur tout à l'heure dans les perspectives et les solutions. Mais quelle est la place finalement de la psychologie dans la formation de ceux qui nous soignent ? Est-ce qu'en se référant au cas incriminé, le personnel était suffisamment outillé pour appréhender certaines réalités comme l'annonce d'un décès aux proches ? On l'apprend sur le tas. Hein. On l'apprend sur le tas. Moi, je ne me rappelle pas avoir fait un module dans ma formation qui m'apprenait à annoncer un décès aux parents. Donc, quand vous arrivez sur le tas, vous l'apprenez. Mais je veux dire, chacun doit avoir une certaine conscience professionnelle pour pouvoir faire son auto-éducation de sorte à comprendre que le patient qui vient de perdre un parent est dans un état émotionnel qui est tel qu'on ne peut pas lui parler d'une certaine manière. Et donc là, on demande juste un peu d'empathie, finalement. Définitivement. Et ça, ce n'est pas une histoire de budgétaire, ça n'a rien à voir avec... Non, ça n'a rien à voir. On demande juste de l'humanité. Alors, le tout nouveau ministre de la Santé, M. Pierre Demba, après avoir reçu la famille endeuillée, a affirmé que des sanctions exemplaires seraient prises contre les fautifs. Alors justement, en cas de manquement, quelles sont les mesures prises et qu'en est-il de leur efficacité ?
Dans le cas général, hein, pas ce cas particulier. Dans le cas général, tout de suite, quand il y a un incident pareil, on pense à la sanction. Mais il faut y aller de manière méthodique. Il faut faire une enquête. Et l'enquête permet de situer les responsabilités, de savoir quels sont les acteurs qui sont intervenus dans la prise, dans le circuit du patient. Et donc, quand vous avez situé les responsabilités, vous savez qui a fait quoi. Et ensuite, est-ce que ça a été bien fait? Et là, vous pouvez maintenant prendre des décisions qui peuvent aller jusqu'à la sanction. Mais ce qu'il faut retenir également, il y a un besoin de formation. Quand vous décelez une défaillance, ça peut être l'objet d'une formation. C'est-à-dire à tout le personnel, et de sorte à ce que l'incident ne se reproduise plus. Donc il ne faut pas seulement avoir la culture de la sanction, mais il faut avoir la culture de l'amélioration des processus. Avec une remise à niveau régulière? Une remise à niveau, un meilleur design du cycle du patient, des processus, et tout ça à mettre en place de sorte à ce que le personnel de santé sache quoi faire et à quel moment quand il reçoit un patient. Mais ça suppose donc, vous me dites une formation, donc qu'on fasse un débrief après une crise, quel que soit le cas. Quelle est la plus lourde sanction? J'imagine c'est d'être plus ne plus faire partie de l'ordre des médecins. Quelle est la plus grande sanction que peuvent subir les professionnels de santé? Il y a deux types de sanctions. L'ordre des médecins peut prendre une sanction, donc ne plus permettre à un médecin d'exercer sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Et puis, il y a une sanction qui peut être administrative, qui peut venir de l'employeur, qui est l'État. Et donc, disciplinaire aussi. Disciplinaire, qui peut aller jusqu'au renvoi. Voilà. Alors, parmi les autres reproches formulés par les populations, 44% des usagers disent être contraints de faire des paiements informels pour être pris en charge. Qu'est-ce qui justifie un tel chiffre? Le chiffre est énorme. Donc, je dirais que nous avons des problèmes de gouvernance dans beaucoup de nos hôpitaux. Et donc, il n'y a pas de processus qui permette de contrôler tous les acteurs de santé. Et donc, si vous mettez en place un processus qui permet de contrôler tous les acteurs de santé, vous n'aurez pas ce genre de situation. Mais également, il faut qu'on mette un système en place de sorte à ce que le patient qui subit un méfait d'un hôpital sache vers qui se tourner pour reporter l'information. Donc, j'aimerais... Il y a une méconnaissance, vous pensez, des usagers sur leurs droits dans les centres de santé? Oui, tout à fait. Un usager qui rentre dans un hôpital n'a pas à payer en dessous de la table. Il paye, on lui remet un reçu. Donc, si vous payez qu'on ne vous remet pas de reçu, vous devez formuler une plainte, soit à l'agent qui a pris l'argent, mais aussi à son supérieur hiérarchique, qui est le directeur de l'hôpital. Donc, généralement, les gens ne formulent pas de plainte au directeur de l'hôpital. Donc, un directeur de l'hôpital qui n'a pas l'information, comment vous voulez qu'il prenne des décisions? Mais souvent, ça se passe au vu, au su de tout un chacun, ce genre de pratique illicite. Je veux dire, tant que ce n'est pas reporté à la personne qui a la latitude de prendre une décision et de faire arrêter cela, c'est difficile de dire que l'on ne fait rien. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que les populations ne parlent pas au directeur de l'hôpital, mais vont directement sur les réseaux sociaux. Bon, donc les réseaux sociaux, ça fait le buzz et autres. On va en parler justement de l'attitude à avoir lorsqu'on est face à des cas de négligence grave ou de défaillance. Selon le syndicat le SYNACACI, une déclaration sera produite dans les jours à venir dans laquelle ils veulent réitérer les points sur lesquels ils disent avoir régulièrement interpellé le gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail. Si vous deviez énumérer les difficultés que rencontrent finalement les professionnels de santé, quels seraient, dans l'ordre, les 3 premiers éléments de la liste? Sans réfléchir, je vais parler des conditions de travail. Donc le plateau technique n'est souvent pas adéquat, et donc ils n'ont pas tout ce qu'ils doivent avoir pour faire leur travail. Donc il y a une certaine frustration devant la demande des patients. Et généralement, le patient pense que le médecin ne veut pas faire son travail, alors qu'il n'a pas les moyens souvent. Il y a également le problème de formation, parce qu'un agent qui travaille
veut se former, veut avoir un profil de carrière et tout. Et donc, quand cela n'est pas, il peut y avoir de la démotivation. Donc, il faut créer des systèmes qui permettent aux agents de se former de manière continuelle et de sorte à les motiver. Et puis, en dernier lieu, je veux dire qu'il y a la reconnaissance, parce que quand vous travaillez dans une institution, vous voulez avoir de la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas que pécuniaire. Il y a aussi la reconnaissance de l'autorité, de la hiérarchie par rapport à vos faits d'armes. Mais ça, c'est une politique plutôt interne, ce qui est interne aux hôpitaux, cette reconnaissance. Ben, c'est interne, on parle de management, donc ça fait ressortir le management, le type de management qu'il faut avoir dans nos hôpitaux. Donc je parlais tantôt de problème de gouvernance, c'est tout ça le problème de gouvernance. Parce que si vous avez de bons managers à la tête de nos hôpitaux et qui mettent des processus en place et des processus qui appellent à la qualité, des processus qui permettent de sensibiliser les agents sur leurs devoirs et leurs droits, je pense qu'on peut éviter beaucoup de ces incidents. Alors j'aimerais maintenant qu'on accorde une grande partie de l'émission aux perspectives et aux solutions après cet état des lieux. Déjà, dites-nous, quelle est finalement la norme requise par l'OMS, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de professionnels de santé, notamment les médecins et les infirmiers, et la population? Est-ce que nous sommes dans les normes en Côte d'Ivoire? Heureusement, nous sommes dans les normes en Côte d'Ivoire, donc on peut déjà féliciter la Côte d'Ivoire pour cela. L'OMS demande à ce qu'il y ait un médecin pour 10 000 habitants et puis un infirmier pour 5 000 habitants. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons un médecin pour 7 000, un peu plus de 7 000 habitants et puis un infirmier pour 2 900 habitants. Donc, c'est très bien déjà. Ça, c'est au plan national. Mais il faut dire qu'il faut être honnête et reconnaître qu'il y a des disparités régionales. Donc, vous avez des régions comme le Cavali, la région du Cavali-Guémont, où on a un médecin pour un peu plus de 23 000 habitants. Donc, il y a de fortes disparités et tout ça appelle à la gestion des ressources humaines et tout. Mais ce qui est étonnant, vous nous dites qu'il y a des grandes disparités entre certainement le Grand Abidjan et l'intérieur du pays, mais généralement, les cas dont on fait la publicité dans les médias concernent le Grand Abidjan qui est censé être mieux équipé et mieux doté en termes de personnel. Oui, c'est paradoxal. Ça peut paraître paradoxal, mais je veux dire que ça peut s'expliquer par le fait que plus il y a d'actes dans une région donnée, plus vous avez de chances de trouver des méfaits ou des incidents. Donc, c'est une question de statistique. Voilà. Ces dernières années, le gouvernement ivoirien a quand même entrepris plusieurs réalisations qui ont permis d'améliorer le taux d'accès aux services de santé. On est passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. Mais est-ce suffisant pour répondre aux besoins des populations? On ne dirait pas que c'est suffisant, mais c'est important. C'est important parce que dans la prise en charge des patients, il faut de la accessibilité géographique, mais également financière. Donc, il faut rapprocher les centres de santé des populations. Et donc, construire des hôpitaux de proximité, c'est bien. Encore faut-il qu'ils soient équipés et qu'ils puissent répondre à leur mission. Et donc, si on fait cela, ça va permettre de désengorger les niveaux supérieurs. Mais justement, on parlait des hôpitaux. Alors, c'est vrai que les hôpitaux sont régulièrement réclamés par les populations, mais on a aussi l'impression que c'est un formidable outil de communication dans le domaine de la santé publique, puisque c'est visible. Quand on construit un hôpital, c'est comme les routes. Est-ce que la construction d'un hôpital va forcément améliorer de manière significative le niveau de santé d'un État? Non. Il n'y a pas de lien de causalité. Ce n'est pas parce que vous construisez des hôpitaux partout que les populations vont se sentir mieux. On prend le cas du Burkina qui n'a pas de bons moyens comme la Côte d'Ivoire, mais dont les indicateurs de santé, notamment la mortalité maternelle, qui est inférieure à notre pays. Le Burkina fait un peu plus de 300 décès pour 100 000 naissances vivantes. Nous sommes à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ça veut dire que nous injectons plus de moyens, nous construisons plus, mais est-ce que cela nous permet d'atteindre nos objectifs? Mais dans le système de santé, il y a une composante qui est très importante, qui est la prévention. Et ça fait intervenir la communauté. La communauté, c'est le besoin de santé part de la communauté. Et donc, si vous avez une communauté qui comprend
qui est bien sensibilisée aux choses de la santé et qui comprend tous les aspects qui rentrent en compte dans la quête de la santé, elle pourra avoir des attitudes qui vont amener à avoir la santé. Non, je prends un exemple tout banal, c'est-à-dire la salubrité. Et si une population comprend que si elle vit dans un environnement salubre, ça peut lui permettre d'éviter des gîtes lavaires qui, en définitive, vont entraîner le palu. Donc, on aura moins de palu dans la région et les établissements sanitaires de la région seront moins sollicités. Et donc, il n'y aura pas trop de charges de travail, trop de pression sur le personnel de santé. Et on va avoir moins d'incidents dans ce genre de région. Donc, pour revenir à la question précédente, la construction des hôpitaux, c'est aussi un outil de communication des pouvoirs publics. Ça participe à... Généralement, ça ne participe pas, mais on devrait aller plus loin dans la recherche de solutions. Comme je vous l'ai dit, le système de santé, c'est un système qui a plusieurs composantes et elles doivent s'imbriquer de manière harmonieuse à atteindre l'objectif. Donc, ce n'est pas seulement les infrastructures. Justement, vous nous compariez tout à l'heure au Burkina Faso, qui est le pays limitrophe. Le système hospitalier en Côte d'Ivoire est-il performant ou défaillant en comparaison aux autres pays, peut-être de la sous-région pour commencer? Je dirais que le système de santé de la Côte d'Ivoire, hospitalier de la Côte d'Ivoire, ne répond pas toujours aux attentes des populations et il n'est pas efficient. Si on veut le comparer au Burkina, nous avons plus de moyens que le Burkina, nous injectons beaucoup plus de moyens dans la santé que le Burkina, mais à des niveaux divers, ils ont de meilleurs indicateurs de santé que nous. Et donc, ça ne s'explique pas. Quel pays devrait nous servir de modèle sur le continent africain? Vous nous parliez du Rwanda en préparant cette émission. Oui. Le Rwanda est un pays qui a fait un bond magistral et donc qui améliore la santé des populations. Mais il faut comprendre que le Rwanda a un leadership fort en matière de santé et a une décentralisation. C'est-à-dire le système de santé est décentralisé. Donc chaque région a les moyens, est autonome et peut gérer la santé de ses populations. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le Rwanda implique beaucoup la communauté. Donc il y a des agents communautaires qui vont faire un travail formidable sur le terrain de sensibilisation, d'éducation des populations. Et donc la prévention est faite. Donc ça nous évite d'avoir des maladies. Si on évite les maladies, donc c'est dit qu'en termes d'indicateurs de mortalité et tout ça, ils seront mieux lotis que nous. Alors justement, vous nous dites que malgré les sommes allouées pour la santé des Ivoiriens, notre système n'est pas efficient. Sur quel levier doit-on finalement intervenir dans notre politique de santé publique pour améliorer la qualité de la santé des soins des populations? Il faut intervenir sur tous les leviers. Il faut intervenir sur tous les leviers, que ce soit au niveau de la formation du personnel de santé, que ce soit au niveau de la gouvernance. Il faut avoir une meilleure gouvernance, donc mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Au niveau du système de santé, il faut avoir... j'allais dire, le personnel bien formé et une bonne répartition de ce personnel sur toute l'étendue du territoire. Et ça, c'est important. Mais il faut aussi intégrer la nouvelle technologie dans la prise en compte de... Justement, on va en parler puisque vous êtes spécialiste de ces questions-là. Et le numérique a bouleversé beaucoup d'autres domaines, même nous, les médias ou autres. Quel est finalement l'impact du numérique? Est-ce qu'une solution peut être apportée dans le monde hospitalier ivoirien, dans le secteur hospitalier? Oui, bien entendu, il existe des solutions. Donc nous, notre structure Innovative Healthcare Solutions est une structure qui permet d'apporter ce genre de solutions pour réparer les difficultés, les différences du système de santé. Par exemple, quand on prend les urgences, vous avez des patients qui quittent l'intérieur du pays pour venir, qui sont référés dans le CHU à Abidjan, mais ils viennent à l'aveugle. C'est-à-dire que le médecin fait un bond de sortie, réfère le patient au CHU de Cocody, par exemple. Le CHU de Cocody n'a aucune information, ne sait pas qu'il y a un patient qui est en train de venir vers lui. Si c'est une urgence, si c'est une urgence, quand ils arrivent, on leur dit qu'il n'y a pas de place.
Mais avec le numérique, on peut mettre tous ces établissements sanitaires en connexion et le médecin de l'autre côté, à l'intérieur du pays, peut mettre les informations dans le système de sorte à ce que... Rationaliser tout ça, mais c'est un peu, on a l'impression, c'est un peu ce que chacun attend de l'arrivée de la 5G, de rendre intelligent, enfin toute cette mécanique d'intelligence artificielle. C'est ça que ça nous permettrait? La 5G, on n'a pas besoin d'attendre la 5G pour cela. C'est des choses qui sont pratiques que l'on peut mettre en place maintenant. Et nous sommes là pour accompagner le gouvernement à mettre en place ce genre de solutions. Parce que, in fine, il faut qu'on arrive à avoir un système de santé qui est modulable et qui peut répondre aux attentes des populations. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi d'autres cas dans d'autres pays. On a vu, lors de cette crise sanitaire, spontanément, des populations aller aux fenêtres pour féliciter les professionnels de santé, et pas en Afrique, hein. On a l'impression que les hôpitaux ont une telle mauvaise réputation, et j'allais vous demander si aussi l'évacuation sanitaire, même marginale, n'alimente pas cette mauvaise perception qu'on a des hôpitaux sur le continent. Donc l'évacuation sanitaire, vous parlez des personnes qui partent hors du pays pour se faire soigner. Ce sont les plus nantis. Je veux dire, en santé, chaque patient est libre d'aller se faire soigner où il veut. Ça devient une polémique quand ce sont les décideurs qui le font. Donc les populations parlent beaucoup et tout. Je pense qu'il est important que nos décideurs injectent plus de moyens dans nos établissements sanitaires de sorte à ce qu'ils aient le plateau technique nécessaire. Et ça va éviter qu'on fasse des évacuations sanitaires qui nous coûtent de l'argent. Et puis, donc, l'argent sera mieux utilisé pour toute la population, donc quelle que soit la couche sociale. Alors, ça sera ma dernière question, puisque les populations ne sont pas quand même exemptes de tout reproche, hein. Quels sont les comportements finalement à bannir lorsqu'on va dans un établissement de santé? Quelles sont les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques, c'est de connaître la pyramide sanitaire. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux. Donc, quand on a un petit palu, on n'a pas à aller au CHU. On doit se rendre dans l'établissement sanitaire de proximité. Ça peut être un CSU, qui est un centre de santé communautaire, ou un CSR, qui est un centre de santé rural. On peut aller là-bas. Quand à ce niveau, au premier niveau, on n'arrive pas à avoir la solution à son mal, le médecin, l'infirmier, ou s'il y a un médecin là-bas, va référer au premier niveau de référence, qui est les hôpitaux généraux et les CHR. Et là-bas, on a un plateau technique plus fourni, on peut prendre en charge. Si à ce niveau, on n'arrive pas à le faire, on va au dernier niveau qui est le CHU. Et donc, si on veut également que la population respecte la pyramide sanitaire, il est important qu'on injecte plus de moyens dans ces hôpitaux pour qu'ils aient le plateau technique qu'ils doivent avoir à leur niveau. Donc ça, c'est important de le faire. Donc je parle aussi aux populations qu'à l'État de Côte d'Ivoire. Mais il est important également de parler aux médecins, au personnel de santé, parce qu'ils sont là, ils doivent avoir une vocation qui est de donner de la santé aux populations. Donc, pouvoir les recevoir, parce que, je veux dire, la prise en charge, la qualité de la prise en charge commence par une bonne réception, un bon accueil. Donc ça, il faut l'inculquer aux gens. Ce sera le mot de la fin. Je précisais qu'on n'est pas là pour non plus accabler tout ce secteur professionnel qui œuvre régulièrement, sauve des vies aussi, font des choses remarquables, il faut le souligner. Mais quand il y a les manquements aussi, il faut les interpeller. Tout à fait. Tout ce secteur. Allez, ce sera le mot de la conclusion. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur RTI 1. Merci bien. Merci.